Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, ça va être un autre regard du local que je vais vous proposer. Le regard du local selon les entreprises des territoires, c'est-à-dire les entreprises que nous représentons à la FEF, qui sont de petite taille, de taille humaine, qui sont indépendantes et qui sont imbriquées et implantées dans leur territoire. Quand on parle du local, il y a quelques jours, peut-être avez-vous vu cela si vous êtes français, si vous êtes sur LinkedIn, IRI a fait une étude très intéressante sur la place du local. Et quand on parle du local, on parle beaucoup de l'angle consommateur, de l'angle attente consommateur. Aujourd'hui, évidemment, le local, c'est ce qui fédère le plus dans l'attente. C'est l'attente numéro 1 au niveau du consommateur. Il y en a 51 d'entre eux. Quand on les interroge, qui disent « Ah bah oui, moi, je suis intéressé par l'offre locale ». Donc, quand on parle du local, on entend beaucoup attente consommateur. Dans l'esprit du consommateur, le local, c'est à 63% fabriqué, en l'occurrence ici en France. Mais dans les autres pays, à des niveaux plus ou moins importants, c'est la même clé d'entrée. Ce qui est intéressant aussi quand on parle du local, c'est de se dire finalement quelle est la place du local concernant les entreprises industrielles transformateurs. Et c'est ça que je vais aborder aujourd'hui, c'est-à-dire je vais vous parler aujourd'hui de cette interdépendance que nous avons au sein des territoires entre l'industrie et entre l'agricole. Local, oui, produit local, c'est des agriculteurs, mais c'est aussi des transformateurs impliqués qui sont complètement en interdépendance avec leur territoire. Pour vous dire quelques mots sur la FEF. Donc la FEF, c'est une association, nous existons depuis 20 ans, un mouvement d'entrepreneurs indépendants français. Et nous représentons, donc nous avons 1000 entreprises qui font partie de l'association, mais au-delà de cela, nous représentons toutes ces entreprises qui sont petites, moyennes, un petit peu importantes. En France, on appelle ça des ETI, mais enfin, quand on est une entreprise de 100 millions, on reste à taille humaine et on connaît quand même tous les noms des collaborateurs de son entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle au sens large PME, qui représente aujourd'hui 22 000 entreprises en France. Donc, c'est 22 000 entreprises indépendantes qui représentent 33 000 sites de production en France. Une étude faite par Asterès il y a un an a donné quelques éléments clés que je vais me permettre de partager avec vous. Ces entreprises industrielles implantées dans les territoires, il faut savoir qu'elles représentent l'agroalimentaire. 98% de l'agroalimentaire, aujourd'hui, des entreprises de l'agroalimentaire sont des TPE-PME. C'est pas ce que ça représente en chiffre d'affaires, en volume des ventes, mais en fait, aujourd'hui, 98% des entreprises agroalimentaires sont des TPE-PME. Les TPE-PME des territoires, donc ces entreprises-là, indépendantes françaises, eh bien, représentent le premier transformateur de la matière agricole française. À 55% d'entre elles sont des entreprises familiales. Donc là, on est en train de parler du tissu d'entreprise, du tissu industriel partout dans le territoire français qui sont en contact direct avec tout le tissu agricole, qui ont une empreinte carbone réduite. C'est en cela que souvent, quand on évoque ces entreprises, on peut se dire il y a un certain côté RSE associé à ces PME. Elles ont plus ou moins des démarches dont elles ont conscience. Quand on parle de CSR, quand on parle de RSE, on va vite évoquer le reporting extra-financier. Mais aujourd'hui, moi, je parle plutôt des entreprises, et je représente plutôt ces entreprises qui sont entre 10 et 60 millions d'euros et qui, naturellement, ont une empreinte carbone réduite, qui, naturellement et logiquement, vont faire travailler les producteurs et vont avoir des contrats dans la durée avec les producteurs, les agriculteurs de leur région. Pourquoi cela? Parce qu'elles sont implantées sur un territoire, parce qu'elles sont dans une logique de durée, de temps long, parce qu'elles sont dans une logique patrimoniale et non actionnariale. Et ça change tout dans la façon de faire le business.
Nous avons créé en 2014, donc il y a maintenant 8 ans, un label qui s'appelle le label PME+, qui est un label qui a 2 objectifs, on va dire. D'une part, permettre justement à ces entreprises indépendantes des territoires de formaliser, de structurer une démarche RSE pour leur permettre ensuite de la valoriser. Valoriser auprès des parties prenantes, valoriser auprès des consommateurs. Souvent, ces entreprises, elles mènent des actions formidables, elles n'en ont même pas conscience. Et puis, une fois qu'elles en ont conscience, eh bien, elles n'ont pas les moyens humains, financiers, de le faire savoir. De le faire savoir aux consommateurs, puis de le faire savoir à leurs parties prenantes, notamment enseignes. Quand on parle du lait, par exemple, des contrats pluriannuels, des contrats tripartites, on a beaucoup communiqué dessus. On a commencé à communiquer dessus il y a 10 ans à peu près, 10-15 ans, et notamment porté par des grands acteurs qui font des choses formidables, par ailleurs. Mais on a certaines entreprises que nous représentons, comme par exemple la fromagerie Gillot, je ne sais pas si vous connaissez, qui font des camemberts délicieux en Normandie, avec le lait AOP de Normandie qu'ils défendent. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont en contrat, 20, 25 ans qu'ils sont en contrat tripartite. Pourquoi cela? C'est que leurs producteurs fassent des bons produits et dans la durée et sur la durée, c'est de l'intérêt de tous. Donc, ils sont dans le partage de la valeur depuis bien longtemps. Donc, nous avons créé ce label qui, va les accompagner, ces entreprises, pour mettre en place une démarche, et puis 2, va faire valoir, va mettre en lumière leur réalisation en matière de RSE. Donc aujourd'hui, il y a 200 entreprises qui sont labellisées selon un schéma tout à fait classique et tout à fait crédible de label, avec un audit annuel, avec un référentiel inspiré de l'ISO 26000, avec un organisme certificateur indépendant, avec un audit chaque année dans l'entreprise. Ça représente 40 000 produits, ça représente 340 sites de production en France et 23 000 salariés. Pour revenir sur justement cette politique, cette démarche RSE menée par ces entreprises, donc là, non pas par ces 200, mais par les 22 000 entreprises qui ont fait l'objet de l'étude menée par Asterès, 70% des entreprises sont engagées dans la transition écologique ayant une démarche RSE. À savoir que plus de 50% de matières agricoles d'origine française est utilisée par cette entreprise et 30% de leurs achats totaux, y compris les emballages, sont effectués dans la région d'implantation. Donc quand on parle du local, c'est ça aussi le local. C'est une imbrication, c'est une interdépendance. C'est 70% des entreprises qui intègrent des questions environnementales dans leur cahier des charges fournisseurs. Ces entreprises-là, pour avoir quelques chiffres, évidemment, elles sont engagées sur le plan sociétal, avec 32% de leur chiffre d'affaires qui sont portés par des produits responsables, très impliquées auprès des associations, dans le don des marchandises, mais aussi en allant plus loin dans l'empreinte économique locale. Et puis, évidemment, ce sont des entreprises dont on parle qui ont une logique de durée et qui va aussi dans la politique qu'ils mettent en œuvre par rapport à leurs collaborateurs. 14 ans d'ancienneté pour les collaborateurs. Je voulais vous évoquer 3 exemples pour être voilà, plus concret, plus illustrant. Le premier exemple, c'est Allelor. Alors, Allelor, c'est une entreprise alsacienne qui est le seul transformateur des racines de réfort. En France. Il travaille avec 15 agriculteurs qui font vivre au travers de cet accompagnement sur cette racine qui donne des condiments au goût très particulier, de par la particularité du terroir du Nord et du terroir alsacien. Eh bien, au travers des partenariats dans la durée, du fait que ça représente 100% de leur approvisionnement, ces partenariats avec ces agriculteurs, eh bien, elle leur permet de faire survivre, de faire vivre ce savoir-faire gastronomique qu'est le réfort en Alsace. Et en 2008, il faut savoir qu'ils ont aussi réintroduit la culture de la graine de moutarde, qui a disparu dans les années 40 pour l'histoire. En 2021, qu'ils ont participé à recréer avec des partenariats avec 15 agriculteurs qui cultivent 70 hectares de graines de moutarde dans le Bas-Rhin. En 2021, ils font de même avec la graine de cornichon.
Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'initiative d'une entreprise qui est d'une taille tout à fait humaine et qui, par son action locale, par son action de partenariat avec ses partenaires agriculteurs, préserve le réfort, a relancé la graine de moutarde et est en train de relancer une filière cornichon. Deuxième exemple que je voulais partager avec vous. D'ailleurs, vous aurez l'occasion, sinon je vous invite à le faire, à aller visiter leur stand. Lucien Georgelin. Lucien qui est avec nous aujourd'hui, fondateur de l'entreprise Lucien Georgelin, dont les produits portent son nom. Et pour la petite histoire, quand on parle de local, quand on parle de club d'entrepreneurs, au départ, quand il vous racontera l'histoire, et il est formidable dans les histoires qu'il peut évoquer de son entreprise, il est allé emprunter un chaudron en cuivre à un autre entrepreneur de la FEF pour faire ses confitures. Et ça a été le début de ses confitures dans des chaudrons en cuivre. Voilà. Et donc tout ceci pour dire qu'ils revendiquent vraiment dans leur activité l'utilisation de matières premières agricoles très locales. Notamment, ils font une pâte à tartiner noisette avec de la noisette du Lot-et-Garonne, donc dont l'atelier de la transformation à 30 km de l'atelier, tout ça très local. Et ce qui est à noter, c'est que tout cela, comme on l'évoquait, ça vient assez naturellement quand on est au sein d'une région. Ce que je voulais aborder au travers de cela, c'est le lien entre performance des produits locaux et performance du tissu industriel local, la transformation. C'est pas en opposition, c'est en partenariat. À travers l'action de Lucien Georgelin, qui finalement aide à accroître la rentabilité et le travail de la terre grâce à l'industrialisation. Et donc, c'est grâce à l'industrialisation que la rentabilité de ces producteurs est améliorée. Pourquoi cela ? Parce que grâce au volume de leurs ventes, au volume de leur production, ils peuvent garantir des commandes. Ils peuvent faire des contrats à l'année. Ils peuvent travailler sur le fruit et légumes à une rémunération, une plus juste rémunération, par l'engagement dans la durée et l'engagement de volume. Voilà. Une initiative qu'ils ont menée, quand on parle de la réintroduction de filières, c'est la filière tomate de Marmande. Donc la tomate de Marmande, en fait, il faut savoir qu'elle a été abandonnée pour se tourner dans l'industrie vers des tomates un peu moins chères. Et donc, Lucien Georgelin, alors qu'il y a 50 ans, le business de la tomate de Marmande représentait plus de 8 exploitations. Aujourd'hui, ça a quasiment disparu. Pour aller vers des tomates à bas coût. Donc lui, il a relancé cela. Voilà. Donc ça permet de relancer certaines cultures. Puis dernier exemple que je voulais partager avec vous, Sabaro Vasner. Sabaro Vasner, c'était une entreprise 7e génération qui est dans la lentille verte depuis AOP. Ils sont en partenariat avec 300 agriculteurs, Sabaro Vasner, et ils les accompagnent sur les semences, sur les techniques de culture, sur le suivi de la récolte et les accompagne et les guide vers une agriculture plus durable, vers le HVE, vers une agriculture bio. Donc pour eux, la structuration des filières locales, ça fait partie de leur excellence opérationnelle et dans leur modèle de performance de l'entreprise. Voilà. Donc au travers de ces quelques exemples, je voulais pointer cette approche du local qui est à ne pas oublier, qui est à considérer, qui est portée par le tissu des transformateurs de toutes ces entreprises qui sont la grande majorité des entreprises aujourd'hui en France, qui sont des entreprises implantées dans les territoires à taille petite, moyenne ou grande, mais en tout cas qui sont en partenariat dans la durée avec une notion de temps long, donc pour lesquelles les préservations des territoires et des filières est complètement associée et interdépendance avec leur performance et la durée de leur entreprise. Donc maintenant, je suis à disposition pour toute question, parce que je crois qu'il nous reste du temps. Voilà. Thank you very much, Isabelle. So now for a round of questions. I had, who had said they were going to ask a question? C'était qui? Ah, sorry. There you go. Thank you.
Merci beaucoup Isabelle, très intéressant. Karine Dusimon de Euromonitor. J'étais curieuse de savoir si vous êtes en contact et si vous faites des études avec peut-être des associations homologues en Europe ou même ailleurs dans le monde, et un peu pour se rendre compte en fait de l'importance du commerce local dans différents pays, parce que je crois qu'en France on est quand même on a vraiment ce focus depuis pas mal d'années. Et je suis intéressée de savoir si vous avez un petit peu des vues externes également et des comparaisons. Alors, ravie de faire votre connaissance et merci pour votre question. Alors, 2 éléments de réponse. Effectivement, je suis d'accord avec vous. La France a une culture, conserve et bien heureusement encore une culture de la gastronomie, même si le fait à la maison diminue un petit peu. Donc, effectivement, ce local est important. Concernant le regard sur autres pays, je vous invite vraiment, parce que ce sont des partenaires et amis, à aller prendre connaissance de l'étude qu'a fait récemment IRI sur le local, parce que justement, il y a des comparaisons et il y a des situations par rapport à autres pays. Donc là, vous aurez les réponses à la question que vous posez. Donc le webinaire est accessible parce que je l'ai vu il y a quelques jours et il est en replay. Et notamment, ce qui était intéressant, c'est de voir que même en France, on a une hétérogénéité de la situation, alors de l'offre locale. Évidemment, Iris est un panéliste, donc ils vont évoquer l'offre locale. On a des régions qui sont très fortes en vente de produits locaux, comme justement l'Alsace et la Bretagne. On en a d'autres où il y a un savoir-faire gastronomique local important, comme le Sud, mais où les ventes de produits locaux sont un peu moins élevées. Et ce qui était intéressant, c'est que leur étude pointait sur le lien justement entre l'industrialisation des régions, la place des transformateurs dans ces régions et la place de l'offre locale. Voilà, soulignons l'interdépendance. C'est aussi ce qui m'a donné l'angle et la volonté de cette intervention ce matin. Merci beaucoup. Avant qu'on finisse, on vérifiera qu'elle nous donne le bon lien pour l'étude. Parce qu'il y a déjà on voit plein de choses. Alors, vous allez sur LinkedIn, vous tapez voilà. IRI, qui est un panéliste, et je suis sûre que... Donc, LinkedIn, IRI, IRSI, IRIS. Et je crois bien d'ailleurs qu'il y a une intervention à 14h30, si je m'abuse. Vous voyez, je suis sympathique, je suis un partenaire sympathique, je suis en fait même de la pub. Je crois bien qu'à 14h30, Anne, ici ou là, va prendre la parole. Donc, vous pourrez, donc vous pourrez échanger avec elle. Donc voilà, j'adore quand on partage les bons. Ça va pour le français, Rainer? Très bien. Oui, je suis désolée, j'aurais pu le faire en anglais. Non, mais normalement, il prend les écouteurs. paresseuse. Il prend les écouteurs. Il a une autre question? Pas d'autres questions? Je vais prendre 2 mics. Ah non, j'en ai qu'un. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre? Ah, voilà, merci. Hop, thank you. Oups, merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. Moi j'ai une question. Comment on facilite l'accès des retailers à tous ces acteurs RSE en France en fait, parce qu'ils sont tous très indépendants? Est-ce qu'il y a des centrales d'achat aujourd'hui qui les réunissent ou pas? Alors, donc là je vais faire la pub un peu pour ce que je représente. C'est justement tout l'intérêt de ces associations comme la FEF. Notre mission, c'est justement de faciliter, d'accélérer, de fluidifier les relations commerciales entre ces petites entreprises, ces entreprises à taille humaine et les retailers. Pourquoi cela? Parce qu'effectivement, quand on est une entreprise d'une taille de 10 millions d'euros, qu'on est très implanté, qu'on fait des magnifiques produits, on a moins de connaissances, de savoir, d'occasion de connexion que quand on est un gros. Donc, entrer en connexion avec une enseigne, on ne sait pas comment faire. Donc, justement, c'est pour cela que la FEF existe, qui a été créée pour la petite histoire par des entrepreneurs il y a plus de 20 ans, avec d'ailleurs le soutien des enseignes, parce que les enseignes aussi, elles trouvaient intérêt à avoir finalement un collectif. Donc, c'est tout ce qu'on travaille. C'était ma question en fait. Est-ce que... Moi, je suis côté retail. Est-ce qu'on peut venir vous voir en vous disant on est à la recherche de partenaires en Hauts-de-France, et là, vous allez avoir des bons candidats éventuellement. Exactement. Super. Exactement. Et c'est tout ce qu'on travaille, et pour la FEF, et aussi pour PME+. Donc pour PME+, pour vous citer cet exemple, qui sont des entreprises
qui sont très engagés en matière de RSE et qui sont audités et labellisés sur leurs engagements, eh bien, avec nos partenaires enseignes, puisqu'on travaille en partenariat, tous les 3 mois, je leur adresse la liste. Quand je dis leur, c'est la direction d'achat, la direction marketing, la direction d'enseigne. Je leur adresse justement la liste de ces fournisseurs parce que nous, ce qu'on vise au final, c'est que la consommation soit davantage portée par des entreprises indépendantes des territoires et par celles qui, en plus, ont des pratiques éthiques et responsables. Voilà. Bah écoutez, Merci. Isabelle, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Et surtout, allez sur leur stand parce qu'ils ont un stand. Continuer à discuter, etc., justement pour faire, du local, sorry. So yes, go ahead and go and see Isabelle on her stand. On est She's en 5A, 5A S 040, je crois. 040. Okay, so just go there and talk to her and link and thank you for the connection with LinkedIn.